bonjour, bienvenue au cours de Physique 2 du réseau MEDNETU. Le cours que je vais vous présenter aujourd'hui s'intitule « Optique et propagation ». Je suis Jean-Emmanuel Broquin, j'enseigne à l'Institut national polytechnique de Grenoble où je suis spécialisé dans les circuits intégrés optiques en général et l'optoélectronique en particulier. Alors, il existe plusieurs façons de voir l'optique et donc plusieurs traitements théoriques qui y sont adaptés. La façon la plus simple et la plus évidente, la plus ancienne aussi, est liée à la théorie que l'on appelle des rayons ou de l'optique géométrique. C'est tout simplement la théorie que l'on utilise pour dimensionner la majorité des systèmes optiques tels que les objectifs de microscope, de caméra ou d'appareils photographiques. Mais c'est aussi cette même théorie que l'on peut utiliser pour dimensionner des instruments beaucoup plus complexes, tels que par exemple ici les télescopes installés par la communauté européenne au Mont Paranal au Chili. Si on veut aller plus loin dans la nature de la lumière et dans la compréhension de la lumière, on peut considérer que la lumière est une onde et regarder son aspect ondulatoire. Dans ce cas-là, on pourra traiter des phénomènes tels que la diffraction ou les interférences, c'est qui est illustré sur ce transparent à travers cette photographie d'un réseau de Bragg qui sépare les différentes composantes spectrales de la lumière blanche. Vous avez ici les courtes longueurs d'onde qui correspondent au bleu-violet, que l'on voit ici, et les longueurs d'onde plus grandes qui sont ici en orangé à la limite du rouge. On peut décrire encore de façon plus précise la lumière et plus pointue lorsqu'on doit s'occuper de composants extrêmement compacts et petits qui permettent de guider la lumière de façon très précise et de la confiner dans des lieux bien délimités. Dans ce cas-là, on est obligé de considérer que la lumière est une onde électromagnétique et donc traiter les équations de Maxwell. Pour ce faire, la principale utilisation de ce type de traitement, c'est par exemple la réalisation de circuits intégrés optiques pour les télécoms. Vous avez ici l'image d'un diviseur de puissance 1 vers 8 qui permet de séparer l'information venant d'une fibre optique vers 8 utilisateurs différents. Et finalement, lorsqu'on veut avoir un traitement vraiment poussé, on peut carrément regarder la nature quantique de la lumière. Et cette fois-ci, on considère non plus que la lumière est une onde, mais une assemblée de particules élémentaires que l'on appelle photons. Et on va étudier l'interaction de ces particules avec d'autres particules élémentaires, comme des électrons. C'est une science que l'on appelle l'optoélectronique. Une des applications de l'optoélectronique, par exemple, est ici la génération de lumière par injection d'électrons dans un semi-conducteur, c'est-à-dire, par exemple, la réalisation de diodes laser. Alors, bien sûr, dans le temps qui nous est imparti, il est impossible de traiter tous les aspects de l'optique. Cela nous emmènerait beaucoup trop loin. C'est pourquoi l'objectif principal de ce cours, c'est tout simplement de donner les fondamentaux de l'optique des rayons ou aussi appelée optique géométrique, et ceux de l'optique ondulatoire. Donc, le cours est organisé de la façon suivante. Il comporte en gros deux parties à peu près équivalentes. La première est dédiée à l'optique géométrique. Nous verrons dans le cadre de la première leçon que je vais attaquer tout de suite ce qu'est un rayon lumineux et ce qu'est un dioptre. Puis, nous verrons les composants essentiels et élémentaires de l'optique géométrique, que sont les lentilles et les prismes et les miroirs. La deuxième partie de ce cours sera consacrée à la nature ondulatoire de la lumière. Elle s'appelle donc optique ondulatoire. Nous verrons comment passer de la notion de rayon à la notion d'onde, comment les deux modèles donc géométriques et ondulatoires sont reliés, et nous verrons les deux formules essentielles
et deux formulations essentielles des ondes que sont les ondes planes et les ondes sphériques. Finalement, nous verrons deux phénomènes qui sont liés à la nature ondulatoire de la lumière, qui sont les interférences et la diffraction. Les interférences sont particulièrement utiles pour réaliser des capteurs dans le domaine optique. Quant à la diffraction, ceux parmi vous qui ont déjà observé un arc-en-ciel savent ce que c'est. La notion de rayon est le projet et le but de la première leçon. Nous l'avons organisé de la façon suivante. Tout d'abord, nous allons définir ce qu'est un rayon. Il vaut mieux savoir ce dont on parle. Ensuite, nous verrons comment un rayon peut se propager à travers le principe de Fermat qui décrit la trajectoire des rayons dans un milieu. Puis, nous définirons ce qu'est un dioptre pour finalement introduire les lois de Snell-Descartes. Alors, qu'est-ce qu'un rayon? Un rayon, c'est défini de façon arbitraire, c'est ce que l'on appelle un postulat, c'est donc un des postulats de base de l'optique géométrique. Le postulat est assez simple, il dit que la lumière se propage sur la forme de rayons, elle est émise par des sources lumineuses et observée par des capteurs optiques. Cette définition paraît assez générale et peu précise, néanmoins si on fait un petit schéma, les choses s'éclairent de façon notable. Ainsi, on a une source, par exemple ici le Soleil, qui émet de la lumière sous la forme de rayons. Ces rayons se propagent et sont détectés par un détecteur. Dans notre cas, il s'agit d'un œil humain. Alors, on parle de rayons, on parle de propagation. Qu'est-ce qui caractérise la propagation d'un rayon? Eh bien, tout simplement sa trajectoire et sa vitesse. Dans le vide, la vitesse de la lumière vaut 300 000 km par seconde, ce que l'on peut réexprimer en données du système international comme 3 × 10⁸ mètres par seconde. Mais lorsqu'un rayon se propage dans un milieu homogène, sa vitesse est plus faible. Ainsi, on peut relier la vitesse du rayon dans un milieu homogène à la vitesse du rayon dans le vide par une quantité que l'on appelle indice de réfraction. L'indice de réfraction est une quantité qui est toujours supérieure à 1, puisque la vitesse d'un rayon dans un milieu matériel est toujours plus faible que la vitesse d'un rayon dans le vide. Il est important de noter que l'indice de la réfraction n'a pas de dimension. Ça décrit le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide et la vitesse de la lumière dans un milieu matériel. Alors, à titre d'exemple, l'indice de réfraction de la cornée de votre œil est à peu près de 1,47. Celui d'un verre classique est aux alentours de 1,5. Quant à celui de l'air, il est très proche de celui du vide à la 3e ou 4e décimale. Donc, on considérera que l'indice de réfraction de l'air vaut 1. Bien, une fois que l'on a défini l'indice de réfraction, il est important de pouvoir savoir comment le rayon va se propager dans un milieu matériel. Cette propagation est décrite par le principe de Fermat. Alors, le principe de Fermat, du nom de l'opticien français qui l'a énoncé au XVIIe siècle, est le suivant. Il s'agit de décrire la trajectoire d'un rayon lumineux. Un rayon lumineux se propageant d'un point A vers un point B suit un chemin tel que le temps de parcours est minimal. Si on exprime ça de façon mathématique, voilà ce que ça veut dire. Si un rayon lumineux doit aller du point A au point B, il peut suivre un trajet quelconque décrit ici par l'abscisse curviligne S et l'abscisse élémentaire ds. Si on calcule le temps de parcours sur ce trajet, cela revient en fait à calculer le trajet parcouru de façon géométrique, mais en le pondérant par la vitesse du rayon, c'est-à-dire aussi par l'indice de réfraction. Il faut que cette valeur-là soit minimale. On a donc que la différentielle du trajet
pondéré par l'indice de réfraction selon l'abscisse curviligne ds doit être nul. Si le milieu est homogène, il apparaît de façon évidente que le trajet le plus court sera le trajet en ligne droite. On définit une quantité très utile en optique qui est la quantité décrivant le trajet pondéré par l'indice de réfraction. Cette quantité est appelée chemin optique. Alors, nous avons vu que la lumière se propage en ligne droite dans des milieux homogènes. Néanmoins, il peut arriver que la lumière rencontre un milieu d'indices différents et qu'elle soit obligée de passer d'un indice à un milieu d'un autre indice. Nous allons donc voir ce qui se passe lorsque la lumière rencontre un dioptre. Qu'est-ce qu'un dioptre? Un dioptre, c'est tout simplement la surface qui délimite deux milieux d'indices différents. Alors ici, je vous ai représenté le plus simple des dioptres, qui est le dioptre plan. C'est tout simplement la surface qui sépare un milieu d'indice N1 d'un milieu d'indice N2. Le dioptre plan n'est pas le seul dioptre que l'on peut rencontrer dans la nature. Néanmoins, beaucoup de dioptres peuvent être ramenés à des dioptres élémentaires, tels que des dioptres plans ou des dioptres sphériques. Un dioptre sphérique est défini par le milieu d'indice N1 et le milieu d'indice N2, et par la surface qui les sépare et son rayon de courbure. Donc, pour décrire le comportement d'un rayon à travers les lois de Descartes et Snell, ça nous permettra de décrire comment un rayon se comporte lorsqu'il rencontre un dioptre. Excusez-moi. Alors, ce qui nous intéresse, ça va être de relier le rayon incident sur un dioptre au rayon réfléchi et au rayon transmis. Ainsi, on pourra savoir comment la lumière est soit transmise à travers un dioptre, soit renvoyée par le dioptre. C'est effectivement le but de ces lois. Première loi qui va nous intéresser, c'est celle qui va relier le rayon réfléchi au rayon incident. Alors pour ce faire, il faut correctement poser le problème. Nous avons ici un milieu d'indice N1 situé à gauche, un milieu d'indice N2 situé à droite, un point source qui est le point A et un point image qui est le point C. Nous voulons trouver la trajectoire qui permet au rayon de passer du point A au point C en passant par B. Pour ce faire, nous allons utiliser un point de construction qui est le point C', qui est tout simplement le symétrique de C par rapport au dioptre. Alors, quel outil avons-nous pour pouvoir calculer la trajectoire du rayon ABC? Tout simplement, nous avons le principe de Huygens qui énonce, le principe de Fermat, pardon, excusez-moi, qui énonce que le trajet AB plus BC, c'est-à-dire ce trajet-là, doit être minimum. Par construction, on sait que le trajet AB plus BC est le même que le trajet AB plus BC'. La seule façon donc que AB, BC' soit minimum, selon les lois de la géométrie euclidienne, c'est tout simplement que AB et C' soient alignés. Si AB et C' sont alignés, on s'aperçoit alors que l'angle ici que fait le rayon réfléchi avec la normale est égal à l'angle d'incidence du rayon sur le dioptre. On peut donc énoncer la première loi de Snell-Descartes, qui est la loi de réflexion. Tout d'abord, le rayon réfléchi est situé dans le plan d'incidence. Ensuite, on peut dire que l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. Ayant trouvé les lois de réflexion, on peut maintenant s'attarder sur les lois de réfraction pour déterminer comment
le rayon réfracté est relié au rayon incident. Alors, le problème cette fois-ci est le suivant. Nous avons un point source A et nous allons au point C. Nous cherchons le trajet ici, A, B, C, tel que le temps de parcours soit minimal. La contrainte est que la distance D doit être constante. Et bien sûr, le principe de Fermat nous implique que le chemin optique AC doit être minimum, c'est-à-dire que N1AB plus N2BC, qui est égal à N1D1 sur cosinus θi plus N2D2 sur cosinus θt, doit être minimum. Si on réécrit cette formule, ça revient à écrire que la différentielle du trajet optique doit être nulle. Ce trajet dépend avant tout des angles θi et θt, donc on peut le réécrire sous la forme d'équation aux dérivées partielles en fonction de θi et de θt. Ça, c'est la condition qui nous est fixée par le principe de Fermat. Néanmoins, nous avons une autre condition qui est fixée cette fois-ci par la construction géométrique de notre système, c'est que la distance D, qui vaut D1 tangente θi plus D2 tangente θt, doit être constante. Dans ce cas-là, après dérivation, on obtient cette fois-ci cette formule aux dérivées partielles. En écrivant les deux formules, voilà ce qu'on obtient. On voit qu'on a un système de deux équations qui sont quasiment identiques. Pour que ces deux systèmes soient validés, la seule solution, c'est que N1 sinus θi et N2 sinus θt soient identiques. On en déduit donc la deuxième loi de Snell-Descartes, qui est N1 sinus θi égale N2 sinus θt. Donc, on résume la loi de réfraction. Le rayon transmis comme le rayon réfléchi est situé dans le plan d'incidence. D'autre part, l'angle du rayon transmis avec la normale au dioptre est fixé par la relation suivante, qui est que N1 sinus θi égale N2 sinus θt. Donc on peut résumer ces deux lois sous la forme donc, des lois de Descartes-Snell. Les lois de Descartes-Snell. Alors d'où vient ce nom? Si vous me permettez une petite anecdote. En fait, si vous ouvrez un ouvrage en français, vous verrez, vous n'entendrez parler que des lois de Descartes, du nom du célèbre encyclopédiste français. Par contre, si vous ouvrez un ouvrage anglophone ou en anglais, vous n'entendrez parler que des lois de Snell, du nom du physicien anglais qui a mis au point ces lois. En fait, il semble que les deux scientifiques aient travaillé sur les mêmes sujets en même temps et qu'ils aient obtenu les mêmes résultats. Alors, en ce qui me concerne, les appeler lois de Descartes ou lois de Snell, peu m'importe. Ce qui est important, c'est leur contenu, et qui est le suivant, je vous le rappelle. Tout d'abord, les rayons transmis et réfléchis sont dans le plan d'incidence. Ensuite, en ce qui concerne les angles, l'angle que fait le rayon incident avec la normale au dioptre est égal à l'angle que fait le rayon réfléchi avec cette même normale au dioptre. Pour ce qui est du rayon transmis, l'angle que fait le rayon incident avec la normale au dioptre et l'angle que fait le rayon transmis avec la normale au dioptre doivent vérifier la relation N1 sinus θi égale N2 sinus θt. Alors, on pourrait appliquer les lois de Descartes à chaque dioptre pour déterminer la transmission d'un système optique. Malheureusement, dans de nombreux systèmes optiques, il y a un très grand nombre de dioptres. Et calculer étape par étape chaque
réflexion ou transmission, est un travail extrêmement ardu qui peut être extrêmement long. En fait, on s'est aperçu que tous les systèmes optiques se comportaient à peu près de la même façon, ce qui nous a permis de dériver des lois générales pour les systèmes optiques, et en particulier pour ce qu'on appelle un système optique idéal. Alors, qu'est-ce qu'un système optique idéal? En général, il suffit de regarder autour de vous les appareils photographiques ou les caméras. Un système optique est un système qui obéit à une symétrie de révolution. Donc, déjà, on représente souvent les systèmes optiques en coupe autour de leur axe de révolution, que l'on appelle l'axe optique. Les systèmes optiques peuvent être composés de plusieurs éléments, d'un grand nombre de dioptres. Et les dimensions physiques du système optique sont ici représentées avec, ici, en pointillé. Néanmoins, ce ne sont pas ces dimensions physiques qui importent beaucoup pour les propriétés d'imagerie d'un système optique idéal. En effet, si ces dimensions importent pour le calcul des dioptres, elles ont une influence globale que l'on peut ramener à des plans plus virtuels qui sont simplement situés au niveau de la fonction optique du système. Alors, les points caractéristiques et les plans caractéristiques qui déterminent la fonction optique du système sont les plans principaux. Ici, vous avez le premier plan principal et ici le second. Et les points focaux, vous avez ici le premier point focal et ici le second point focal. Alors, comment sont définis tous ces plans et ces points? En ce qui concerne les plans focaux, c'est quelque chose de relativement simple. Il s'agit tout simplement de l'endroit où les rayons qui viennent de l'infini sont focalisés ou se rencontrent et coupent l'axe optique. Donc un rayon qui vient de l'infini, c'est un rayon donc, qui est émis par un objet qui est situé infiniment loin, par exemple pour les rayons rouges, à gauche de l'image. Cela veut dire que les angles que font les rayons avec l'axe optique sont infiniment faibles, c'est-à-dire que ces rayons arrivent parallèles avec l'axe optique. Donc les rayons qui viennent ici de la gauche et qui sont focalisés par le système sur l'axe optique ici, sont focalisés sur un point qu'on appelle le second point focal. Les rayons qui viennent de l'infini à droite sont, eux, focalisés sur le premier point focal. Qu'est-ce que le plan principal? Eh bien, c'est tout simplement le lieu d'intersection entre les rayons entrant dans le système, ici, et les rayons sortant du système. Donc, si on prolonge le rayon entrant et si on prolonge le rayon sortant, leur intersection définit une surface que l'on appelle plan principal. Les rayons qui viennent de la droite définissent le premier plan principal, les rayons qui viennent de la gauche définissent le second plan principal. Alors, en toute théorie et en toute rigueur, les plans principaux ne sont pas des plans. Ils sont censés être des surfaces un peu plus courbes. Néanmoins, dans la majeure partie des cas, pour des systèmes qui fonctionnent près de l'axe optique, on peut les assimiler à des plans. Alors, quel est l'intérêt d'utiliser de tels systèmes? C'est que, moyennant quelques définitions que je vais vous rappeler ici, on va pouvoir calculer les propriétés d'imagerie de tous les systèmes. Alors, première définition, c'est celle de la distance focale. La distance focale, c'est la distance entre les points principaux d'un système optique et les points focaux. Ça nous amène à définir ce que sont les points principaux. Les points principaux sont situés à l'intersection entre les plans principaux et l'axe optique. Le point focal, je vous rappelle cette définition du point focal que je vous ai déjà donnée à partir du schéma.
Le point focal est le point où tous les rayons venant de l'infini, c'est-à-dire tous les rayons qui sont parallèles à l'axe optique, rencontrent l'axe optique justement sous l'influence du système optique. Les plans principaux, on rappelle leur définition aussi. Les plans principaux sont la surface d'intersection entre les rayons qui entrent dans le système optique et ce même rayon lorsqu'il en émerge. Alors, moyennant toutes ces définitions, on va pouvoir construire l'image que fait un système optique d'un objet donné. Alors, vous avez ici sur ce schéma représenté un système optique quelconque. Alors, comme vous le voyez, nous n'avons plus à représenter les différentes limitations physiques du système, puisque pour les propriétés d'imagerie, les seuls paramètres qui nous intéressent sont les plans principaux et leur position. Donc ici, le plan principal P1 et ici, le plan principal 2. Et les points focaux F1, ici, le premier point focal, et F2, le second point focal. Donc, comment faire pour construire l'image en ayant ces connaissances? On sait très bien qu'un rayon qui vient de la gauche de l'infini est focalisé par le système au point focal, au second point focal, situé ici, et que le lieu de rencontre du rayon émergent et du rayon incident est situé sur le second point principal. On peut donc, à partir de la hauteur de l'objet, déterminer l'inclinaison ici du rayon émergent. De même, on sait qu'un rayon émis du sommet va passer, et passant par le premier point focal, va être émis par le système parallèle à l'axe optique. On sait aussi que le rayon entrant, ici, et le rayon émergent doivent se rencontrer sur le premier plan principal, qui est situé ici. On peut donc déterminer, connaissant l'inclinaison de ce rayon, on peut donc déterminer la hauteur du rayon émis parallèlement. Bien sûr, en traçant les deux rayons, leur intersection va donner la position de l'objet. D'autre part, comme le rayon qui va passer tout droit de la base de l'objet à travers le système ne va pas être dévié, puisqu'il arrive avec une incidence nulle, on a de nouveau défini l'image ici. Alors, on peut tracer et dimensionner l'image comme je viens de vous le faire. Néanmoins, si l'on veut pouvoir dimensionner et correctement chiffrer la taille et la position de l'image, il va falloir utiliser certaines conventions. Alors, la première d'entre elles concerne les hauteurs. Tout d'abord, les hauteurs situées au-dessus de l'axe optique sont positives. Celles situées en dessous sont négatives. Ainsi, ici, la hauteur de l'objet est positive, tandis que la hauteur de l'image est négative. D'autre part, les distances mesurées à gauche d'un point de référence sont négatives, sont positives à droite d'un point de référence. Ainsi, la distance entre l'image et le second point principal est ici positive, tandis que la distance entre l'objet et le premier plan principal est négative. La troisième convention, qui est une convention extrêmement importante, dit que la distance focale d'un système convergent est positive, tandis que celle d'un système divergent est négative. J'attire votre attention sur ce fait, c'est une convention. C'est-à-dire que si on regarde la distance focale, par exemple, qui est la première distance focale qui est celle comprise entre le premier point focal et le premier plan principal, si on la mesure à partir du premier plan principal,
nous devrions normalement avoir une valeur négative, tandis qu'ici, nous devrions avoir une valeur positive, puisque nous mesurons ici à droite et ici à gauche. En ce qui concerne les distances focales, cette convention ne s'applique pas, elle est liée aux propriétés du système. Si le système est convergent, la distance focale, quel que soit le point de référence où elle est mesurée, est positive. S'il est divergent, elle est négative. Alors, pour chiffrer plus précisément la taille et la position de l'image, on va reporter sur notre schéma quelques conventions et quelques notations. On va noter S, la distance de l'objet au premier plan principal. On va noter X, la distance de l'objet au premier point focal, et H, sa hauteur. La distance focale comprise entre le premier point focal et le premier plan principal est notée F. Si on se met cette fois-ci dans l'espace image, c'est-à-dire du côté des rayons émergents, on peut prendre les mêmes notations, sauf que pour différencier l'espace objet, situé du côté des rayons entrants de l'espace image, toutes les quantités seront notées avec une prime. Donc on aura S' pour la distance du second point principal à l'image, du second plan principal, pardon, à l'image, F' pour la distance du second plan principal au point focal, qui est la distance focale, et X', la distance du second point focal à l'image. La hauteur de l'image sera H'. Nous avons ici une deuxième propriété des systèmes optiques qu'il faut ici introduire, c'est-à-dire que la grande majorité des systèmes optiques fonctionnent dans l'air. Il sera extrêmement rare pour vous que vous ayez à traiter des systèmes qui fonctionnent dans des milieux autres que l'air. Dans ce cas-là, ici, l'indice de réfraction du milieu vaut 1 et de même dans l'espace image, et ça entraîne comme conséquence que la distance focale F est égale à la distance focale F'. Les distances focales des deux côtés du système optique sont identiques. Alors, si on rappelle les conventions, X sera négatif, X' sera positif. S sera négatif, S' sera positif. Dans ce cas très précis ici, F, on a un système qui est convergent, qui ramène les rayons vers l'axe optique, donc F et F' sont positifs. Bien, si l'on revoit sur ce schéma les rayons, on voit aussi qu'ici, nous avons un triangle rectangle, un autre triangle rectangle ici, ce qui nous permet, en utilisant le théorème de Thalès, de relier la hauteur H', qui est ici, à la hauteur H, en fonction de X et F. On peut, si on se place dans l'espace image, faire exactement la même chose en utilisant ces triangles-là et relier cette fois-ci la hauteur H à la hauteur H' en utilisant les valeurs X' et F'. Donc, si on explicite de façon mathématique cette chose, nous avons ici le rapport H sur moins H' qui vaut moins X sur F. Les signes moins sont là pour tenir compte du fait que H' est une quantité négative selon nos conventions, de même que X. Si on se place du côté image, on va trouver H sur H' qui vaut F' sur X'. On retrouve ici que X' est une quantité positive. En combinant les deux relations, on trouve que F' vaut F carré, puisque F est égal à F'. Ça vaut aussi à moins X fois X', dont on déduit la loi suivante. X' vaut moins F carré sur X. Nous avons donc relié la distance de l'image au second point focal à la distance
de l'objet au premier point focal grâce à la distance focale. Cette formule est connue sous le nom de formule de Newton. Néanmoins, il est quelquefois nécessaire de relier non pas la distance de l'objet et de l'image par rapport aux points focaux, mais les distances de l'objet et de l'image par rapport aux plans principaux. Pour ce faire, on va tout simplement modifier la formule de Newton en remplaçant x et x' par leur expression en fonction de s et s'. Encore une fois, on remarque que les expressions diffèrent. Pourquoi? Parce que s est une quantité négative, alors que s' est une quantité positive. En remplaçant et en développant, voilà ce que nous obtenons. On peut diviser par s' et finalement, en remettant cette formule en forme, on obtient une relation qui nous permet de relier la distance de l'image par rapport au second point principal à la distance focale du système et à la distance de l'objet par rapport au premier plan principal. On a donc une dimension de l'espace image qui est reliée à une dimension de l'espace objet et à une donnée caractéristique du système optique. Cette formule est aussi appelée relation de conjugaison du système optique et on la connaît aussi sous le nom de formule de Gauss. Alors, lorsqu'on connaît la position de l'image, on peut déterminer sa taille. Pour déterminer sa taille, on réutilise les formules que nous avons vues à travers nos triangles rectangles dans le cadre du théorème de Thalès. On reprend le rapport h' sur h en fonction de f et sur x ou de x' sur f. Si cette formule en fonction de la distance aux points focaux ne convient pas, il suffit de remplacer x par son expression en fonction de s, la distance par rapport au premier plan principal. Dans ce cas-là, on trouve le grandissement du système qui vaut tout simplement le rapport h' sur h, qui vaut f sur x. Dans ce cas, je vous rappelle que x est négatif, donc on a un grandissement négatif, ce qui décrit le fait que l'image est inversée, ce que nous voyions tout à l'heure sur le dessin. Si on remplace x par sa valeur, on voit que le grandissement peut s'exprimer comme le rapport entre la distance focale du système et la somme de la distance de l'objet par rapport au premier plan principal et de la distance focale du système. Alors, en conclusion, nous avons vu dans cette leçon que la lumière se propage sous la forme de rayons. C'est un postulat de l'optique géométrique. Nous avons vu que le chemin suivi par le rayon est celui qui présente un extrémum du temps de parcours, que cet extrémum est souvent un minimum, ce qui est fixé par le principe de Fermat. Nous avons vu que la surface qui délimite deux milieux d'indices différents est appelée un dioptre, et qu'un dioptre dévie ou réfléchit des rayons lumineux en vérifiant les lois de Snell-Descartes ou Descartes-Snell. Par ailleurs, nous avons défini ce qu'est un système optique idéal à travers ses plans principaux et ses points focaux, et nous avons vu que la connaissance de ces caractéristiques permet de déterminer la taille et la position de l'image formée par un système optique d'un objet donné. La prochaine leçon, nous verrons comment dimensionner et comment sont positionnés les plans principaux et les points focaux d'un système optique. Je vous remercie de votre attention.